silakaya dabusina ogaya lakor silakaya dabusina sharuja burga silakaya dabusina kondi kolakki silakaya dabusina sharuja burri silakaya dabusina obba ninga ninga silakaya dabusina akka sinna sinna silakaya dabusina aussi bien les élections législatives, la présidentielle que pour les élections locales. Cette fois-ci, je vais simplement échanger avec vous sur le mode de scrutin qui a été prévu pour la présidentielle. Mais dans les guides qui sont en train d'être préparés là, vous avez ce document qui est un guide qui a été produit par la CENI, qui contient tout ce qu'il faut connaître sur les modes de scrutin utilisés dans le cadre des échéances électorales locales. Donc, disons que vous avez le document qui vous permet de suppléer à ce que je vais présenter. Je vais ensuite présenter le mode de scrutin qui a été prévu par le code électoral pour la présidentielle au Tchad. Et pour finir, je vais donc présenter des illustrations, comme des exemples, pour illustrer ce qu'on aurait dit avant de faire un récapitulatif, récapituler ce qu'on aurait dit s'entendre sur les différentes étapes, n'est-ce pas, pour une sorte de scrutin. Je donne une première définition, disons que c'est la seule que je vais donner, que je considère comme une définition assez simple. Le mode de scrutin, je désigne ça comme l'ensemble des règles qui permettent le passage du pacte. Normalement, quand vous allez voir la matière, si vous connaissez la manière dont le mode de scrutin est agencé, parce que c'est un ensemble d'éléments qu'on agence, il peut y avoir une infinité de modes de scrutin. Mais actuellement, on arrive à les catégoriser en 3 grandes familles. Donc, je vous présente les 3 grandes familles de mode de scrutin. Il y a les scrutins qui sont dits majoritaires. Les scrutins majoritaires suivent ce qu'on appelle la logique du vainqueur d'un tour. Vous allez aux élections, dans son sens le plus pur, c'est le scrutin majoritaire à un tour. C'est-à-dire que vous allez aux élections et celui qui a le plus grand nombre de voix emporte tout ce qu'il y a. Si c'est des sièges, il emporte tous les sièges. Si c'est par exemple la présidence, il prend la présidence. Ça, c'est le scrutin majoritaire. Ça ne s'utilise pas la plupart du temps dans sa forme pure parce que ça contient, n'est-ce pas, des désavantages. Ça a des coûts politiques. Lorsque vous utilisez le scrutin par exemple nominal majoritaire à un tour, les coûts politiques, lorsque vous êtes dans un pays à clivage, comme le Tchad, ça peut être difficile à supporter. Je sais que si vous avez fait attention en mer lycée, il n'y a pas longtemps, quand le président a décidé, sur la base de la majorité qui est au Parlement, de utiliser dorénavant le scrutin majoritaire à un tour, ça fait une tournée. Parce que tout le monde sait qu'avec ce mode de scrutin majoritaire à un tour, même avec 20% des voix, vous pouvez être élu président de la République. Si vous êtes celui qui a le plus grand nombre de voix, vous êtes élu. Il y a donc ce mode de scrutin avec le désavantage d'être très inégalitaire parce que ça favorise celui qui a une majorité relative. Cette majorité relative peut être très faible. Et vous avez la deuxième famille de modes de scrutin qu'on appelle les scrutins proportionnels. C'est comme un mode de scrutin où on tente de tenir compte de ce que chacun a gagné. Comme l'indique l'intitulé, on tente de donner à chacun proportionnellement à ce qu'il a gagné. Là également, c'est rare de voir les gens utiliser dans sa forme la plus pure. La forme la plus pure, c'est que lorsque vous allez par exemple aux élections, si une liste gagne 2% des voix, elle doit pouvoir avoir 2% des sièges. Parce que la conséquence de ce genre de mode de scrutin, c'est qu'elle conduit à une hyperfragmentation du paysage, par exemple, politique du Parlement. Vous aurez un Parlement avec beaucoup de tout petits partis politiques. Comme vous pouvez avoir un paysage partisan, l'espace des partis politiques de façon générale est extrêmement fragmenté lorsque vous utilisez ce mode de scrutin dans son sens le plus pur. C'est ça qui fait qu'en règle générale, on amène des correctifs pour réduire les effets négatifs. Par exemple, vous pouvez faire scrutin proportionnel, on va dire à la plus forte moyenne. Non, on peut faire proportionnel, mais on favorise les partis qui sont blancs. Donc, il y a donc des correctifs qu'on peut apporter pour cela. Et vous avez la troisième grande famille qui est la famille des scrutins qui sont dits mixtes. C'est-à-dire que vous mélangez les deux. Ça, c'est une manière, n'est-ce pas, de réduire les conséquences négatives qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, au niveau de chacune des deux premières grandes familles dont je parle.
Et pour les élections législatives au Tchad, c'est justement le scrutin présidentiel utilisé. Vous avez un parti de majoritaire, un parti de proportionnel atténué par le mécanisme dont je parle. Maintenant, pour les présidentielles, le Tchad utilise le scrutin majoritaire à 2 tours. Donc c'est de ça que je vais parler maintenant. Le scrutin majoritaire à 2 tours, qui est déjà un mode un peu plus atténué du scrutin majoritaire, parce qu'on ne permet pas à celui qui a eu au premier tour de prendre. Il est élu au premier tour seulement s'il a la majorité absolue. Mais c'est une manière d'atténuer l'effet très inégalitaire qu'il y a dans le système majoritaire. Alors, avant donc de passer au mode de scrutin proprement dit, je voudrais dire une dernière chose. C'est-à-dire que lorsque je donne cette méthode de calcul, de passage des décomptes de voix à la désignation des élus, il faut savoir chaque mode où est-ce que vous l'utilisez. Par exemple, je m'arrête ici pour le scrutin présidentiel parce que c'est de ça que je veux parler, pour l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas utiliser le scrutin majoritaire à 2 tours dont je parle, par exemple, lorsque vous avez fini de décompter les voix dans une circonscription électorale. Parce que pour la présidentielle, la circonscription électorale, c'est l'ensemble du territoire national. Donc c'est seulement quand on a fini de faire le décompte de toutes les voix qu'on applique donc, le scrutin majoritaire à 2 tours pour déterminer qui a gagné, si on est au premier tour, qui a gagné lorsqu'on est au deuxième tour. Mais, comme j'ai dit, je ne parle pas des élections législatives. Si on parle des élections législatives, c'est plutôt au niveau des circonscriptions électorales qu'on applique selon les cas de scrutin majoritaire ou de scrutin proportionnel. Donc voilà ce que je voulais présenter un peu comme un rappel très bref sur les modes de scrutin. Maintenant, commençons par le mode de scrutin pour la présidentielle. Je lis dans un premier temps le contenu de la loi. La loi dit, si au premier tour un candidat a la majorité absolue, c'est-à-dire qu'il a au moins la moitié des suffrages exprimés plus une fois. S'il a ça, alors ce candidat est élu au premier tour président de la République. C'est ce que la loi dit. Donc je présente un exemple ici. Par exemple, imaginez qu'on a fini des élections. Vous avez 5 candidats qui sont allés à 750 000. Bon, je me suis permis donc de vous calculer les pourcentages de voix obtenus à chacun. Si j'ai des élections dont les résultats, une élection présidentielle dont les résultats sont comme sur ce tableau-là, quel sera le résultat? Premier tour. Avec quel candidat? Le candidat T. Donc vous voyez que le candidat T à 50,67%. Donc je disais tout à l'heure, vous avez la moitié des suffrages exprimés plus 1, vous avez plus de 50 tours. Même si c'est 50,002%, vous êtes élu président. Donc, dans un schéma comme celui-là, le candidat T est élu président de la République au premier tour. Donc, nous sommes d'accord, il y a celui qui devrait être 1 875 000 une fois. Lui, il a 1 900 000 voix. Donc, il est élu au premier tour. Je donne le deuxième cas. Un candidat a la majorité absolue au premier tour. Dans ce cas, la loi dit qu'un deuxième tour est organisé entre les 2 candidats qui arrivent en quête au premier tour. Donc là également, je donne un exemple. Imaginez ce comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ici? Le deuxième tour, ça va être entre T qui a 27,76% et Y, parce que ce sont les 2 premiers. Mais le premier constat, c'est que vous voyez qu'ici, personne n'a la majorité absolue. Et donc, vous organisez un deuxième tour entre les candidats Y et T. Et donc, à ce deuxième tour, c'est plus simple, celui qui arrive premier est élu président de la République. Donc, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, pour la présidentielle, le mode de scrutin est relativement simple. Donc, je vais faire une illustration donc, en donnant quelques exemples. Je donne un exemple. Imaginez une élection cette fois-ci où vous avez le nombre de suffrages exprimés qui est comme ceci, 53 millions. Vous avez 4 candidats cette fois-ci qui ont des suffrages obtenus de telle manière.
Qui est le président dans ce cas? Personne, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Voilà. La première chose, il faut vérifier si quelqu'un a la majorité absolue. C'est ça qu'il faut. La majorité absolue ici sera au moins 26 000. Donc vous aurez la majorité absolue, c'est au moins 26 501 000. 500 000 par. Donc personne ici n'a atteint 26 millions, donc il y aura un deuxième tour nécessairement. Et il y aura le deuxième tour entre X et Y. Entre X et Y. Donc on est d'accord. X est élu au premier tour. Parce que, donc là également, vous vérifiez si un candidat a la majorité absolue. Et vous voyez que X a obtenu vraiment plus de 26 501 qu'on avait dit. La première chose, en fait, la récupération, c'est un peu comme les étapes qu'on suit pour arriver au résultat. Au premier tour, il faut calculer le total de voix obtenues au niveau national par chacun des candidats en compétition. Le nombre de suffrages exprimés obtenus par chacun. Deuxième chose, si l'un des candidats obtient plus de 50% des suffrages exprimés, c'est-à-dire au moins la moitié des suffrages exprimés plus une fois, alors il est élu président de la République au premier tour. Si aucun candidat n'a plus de 50% des suffrages, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête au premier tour. Et au deuxième tour, le candidat qui a le plus demandé à l'avance. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie. On se permettra d'arrondir un peu, d'arrondir les chiffres. Et si c'est oui, est-ce que c'est à défaut ou bien à l'aise? C'est difficile qu'il n'y ait pas d'idée. Disons qu'il y a des... On peut spéculer, mais ça va être difficile. Si vous avez deux personnes qui sont premières, deux candidats qui sont premiers, avec le même nombre de voix, vous n'avez aucun problème. Ces deux sont les deux premiers pour qui vous organisez le deuxième tour. Naturellement, si personne n'a 50%. Mais vous ne pouvez pas avoir deux personnes ayant plus de 50% au premier tour, parce que la totalité c'est 100%. On est d'accord. Donc au premier tour, vous n'avez pas de problème en tant que tel. Parce que deux ne peuvent pas avoir plus de la majorité des voix. Et les deux premiers, vous pouvez toujours les prendre. Maintenant, si au deuxième tour, il y a égalité entre les deux, ça n'arrive presque jamais. Je n'en ai pas encore vu. Mais si on est dans les spéculations, normalement, dans un cadre légal, on prévoit la méthode pour départager. On peut dire, par exemple, qu'on organise encore une élection. Je veux dire que la loi électorale au Tchad n'a rien dit par rapport à ça. Mais je partage avec vous des mécanismes qui existent, qu'on peut utiliser. Vous pouvez organiser une troisième élection, si vous voulez, entre les deux. Vous organisez une deuxième fois. Comme vous pouvez décider, par exemple, que le plus ancien des deux est retenu. En fait, les critères que vous utilisez, quand je dis ancien ici, c'est des critères qui augmentent la chance que celui que vous retenez est plus qualifié pour faire le travail. Donc quand je dis ancien, ça peut être l'âge simplement. On va dire parmi les deux candidats, le plus âgé est choisi. Comme on peut dire celui qui exerce déjà la fonction depuis longtemps est choisi. Parce qu'on considère qu'en mettant griffe, ça ne peut pas à continuer. Donc il y a des mécanismes pour départager ces choses-là. Mais je veux dire que si ça devrait arriver ici, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher parce que la loi n'a rien prévu par rapport. Le suffrage exprimé, normalement quand vous allez aux élections, vous avez une série de nombres. Le premier, c'est le nombre d'inscrits. C'est le nombre de personnes inscrites par exemple dans un bureau de vote, vous avez le nombre d'inscrits. Et le nombre de personnes dont vous avez les noms sur le registre. Vous avez ensuite les votants. Les votants, c'est ceux qui sont venus effectivement voter. Ensuite, vous avez ceux dont les bulletins ne peuvent pas être comptés, les bulletins nuls. Et vous avez en dernier lieu le suffrage exprimé, qui est l'ensemble de ceux dont on peut dire qu'ils ont voté pour l'un des candidats au moins. Ils ont voté pour l'un des candidats. C'est ça le suffrage exprimé. C'est cet ensemble qui est en réalité le nombre qu'on utilise pour faire les décomptes. C'est pourquoi je n'ai pas parlé du nombre d'inscrits, du nombre de votants, des bulletins nuls. Même si tout à l'heure je parlerai des bulletins nuls. Donc le nombre qu'on utilise pour faire les décomptes, c'est le nombre de suffrages exprimés, le nombre de votes valides. C'est ça. Donc le nombre de suffrages exprimés, c'est le nombre de votes exprimés effectivement pour un candidat. Tous les autres ne comptent pas. C'est que le nombre de bulletins nuls, c'est les bulletins pour lesquels on ne peut pas dire exactement pour qui le vote a été exprimé.
en plus des bulletins blancs, c'est-à-dire que bulletins où vous n'avez fait aucun choix. Maintenant, entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants, vous avez les abstentionnistes, ceux qui ne sont même pas venus voter. Voilà. Comment est-ce qu'on fait les pourcentages? Donc j'ai parlé maintenant du nombre de suffrages exprimés. C'est ça qu'on utilise pour décompter les voix, pour partager les sièges. Donc les pourcentages que je calcule, pour trouver le pourcentage que quelqu'un a gagné, vous divisez le nombre de voix en sa faveur par le nombre de suffrages exprimés. Et c'est ça qui donne le pourcentage de voix qui lui revient. Voilà. Et donc, dans les tableaux que je présentais, je vais montrer un tableau. Voilà, si vous prenez par exemple ce tableau, j'ai obtenu ici 16,53% en divisant 620 000 par le nombre total de suffrages exprimés qui est 3 750 000. Donc pour obtenir le pourcentage de chaque candidat, je divise le nombre de voix qu'il a obtenu par le nombre total de voix exprimées. Maintenant, il y a d'autres statistiques qui sont des rapports comme ça que vous faites. Par exemple, on demande le taux de participation. On a dit tout à l'heure, quand vous avez le nombre d'inscrits, quand c'est le nombre total de personnes que vous attendez, il y a parmi ceux-là, ceux qui viennent voter. C'est ceux qui viennent vraiment participer. Donc, pour avoir le taux de participation, vous divisez le nombre de votants, le nombre de personnes qui sont venues voter par le nombre d'inscrits. Et ça, donc, je n'ai pas utilisé ça ici parce que c'était pas utile pour moi. Et donc, c'est ce rapport qui donne, par exemple, le taux de participation. C'est entre le nombre de personnes que vous attendez, combien sont vraiment venus. Maintenant, de ceux qui sont venus, combien ont exprimé un choix clair. C'est ça le suffrage, le nombre de suffrages exprimés. Est-ce qu'on peut faire des arrondis? Oui, en général, parce que la plupart des opérations de division que vous faites, parfois la partie décimale ne finit pas. Donc vous faites des arrondis. Je crois qu'en règle générale, vous pouvez faire on gagne 2 chiffres et vous faites au décimal supérieur. Mais à partir du deuxième chiffre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça ne gêne presque rien. Parce qu'en règle générale, quand vous utilisez, si vous n'utilisez pas la même méthode, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Si vous faites la décimale supérieure pour certains, la décimale inférieure pour d'autres, vous allez créer des égalités qui de fait n'existent pas. Donc, vous faites attention de façon que si vous décidez par exemple d'arrondir au supérieur, vous le faites pour tout le monde. Si vous le faites pour l'inférieur, vous le faites pour le monde. Le risque, c'est que ça fait que lorsque vous allez additionner les pourcentages, si vous faites supérieur, vous pouvez dépasser 100. Mais en règle générale, si c'est au deuxième chiffre, vous dépassez 100 de 0, et ce n'est pas grave. Tout le monde comprend que ça, ce sont les arrondis que je dis ça. Mais si jamais vous faites inférieur, il est possible que vous allez faire le pourcentage et être moins de 100. Et ça, ça n'est pas bon. Donc c'est mieux de ne pas être moins de 100, mais d'être 100,02, 100,7, on comprend ça. Donc ça, c'est ce que je dis. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je ne commence pas le décompte des voix? C'est parce qu'à partir de là qu'on utilise le mode de scrutin. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent avant ça. Je vais parler un peu de ça tout à l'heure. C'est de ça que je vais parler à partir de maintenant. Tout ce qui se passe avant le vote jusqu'au jour du vote. Mais, naturellement, tout ce qui se passe avant a une influence sur les résultats que vous avez ici à ce niveau. Par exemple, on a vu la dernière fois qu'on avait eu des problèmes avec le nombre de bulletins qui était anormalement élevé. C'est une partie des choses qui se sont parties à passer avant qu'on dit. Donc on va en parler. Mais c'est parce que pour moi, l'utilisation du mode de scrutin commence à partir du décompte de voix. C'est pourquoi j'ai commencé à partir de voilà. Le vote, c'est une mauvaise habitude que j'ai de finir une présentation, je ne peux pas le. Et puis, j'attire encore l'attention sur d'autres éléments que je considère comme importants, dont il faut tenir compte quand on gère un bureau de vote avant de conclure. Alors, les membres du bureau de vote, normalement, la loi prévoit qu'ils sont au nombre de 5. Et la loi dit qu'ils ne doivent jamais être en dessous de 4. C'est-à-dire que pendant le déroulement du vote, vous vous attendez à avoir 5 personnes, mais jamais moins de 4. Alors, le président, c'est vrai que lorsque vous lisez le code électoral, le code n'a pas dit expressément le rôle que joue chacun des membres du bureau de vote. Donc, c'est en lisant que vous essayez un peu, on a essayé donc de rassembler toutes les attributions qu'on a affectées à chacun d'eux. Et on s'est basé également sur le guide
à l'usage des agents de bureau de vote qui a été produit par la série, donc copie est prévue pour vous là également, on vous les distribuera tout à l'heure. Sur ce il y a, vous voyez qu'il y a une distribution de rôles. Donc on a tenu compte également de ça pour définir les éléments qui sont là. Donc vous avez le président qui dispose du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote. Mais pas un pouvoir de police, vous savez très bien, c'est lui qui maintient l'ordre et la discipline au sein du bureau de vote. C'est lui, c'est devant lui qu'on place l'urne, selon la loi, et c'est lui qui donne les résultats de l'élection dans le bureau de vote à la fin. Parce qu'à la fin, quand on a fini de clôturer, on a rempli les documents électoraux, il faut proclamer le résultat au niveau de ce bureau à haute voix pour que les électeurs sachent ce qui s'est passé. C'est à lui que la loi confère cette tâche. Vous avez le vice-président sur qui la loi est restée complètement silencieuse. Donc, il est suggéré que ce soit lui qui est le caché à voter. Qu'on peut donner la carte de l'électeur une fois que l'électeur a fini, n'est-ce pas, de voter. Vous avez le secrétaire, c'est peut-être celui qui a aussi beaucoup de choses à faire. C'est lui qui vérifie l'identité de l'électeur à son entrée. On n'a pas ajouté ici, c'est là où c'est important de prendre des notes, parce que la loi n'avait pas précisé ça non plus, qu'il faut vérifier aussi le droit de l'électeur qui vient. Vous vérifiez son identité pour vous assurer que c'est lui qui est autorisé à voter dans le bureau où vous êtes. Et vous vérifiez également ses droits pour voir s'il n'a pas voté déjà quelque part ailleurs. Parce que l'entrée de début est prévu comme l'un des mécanismes pour éviter le vote multiple. Donc, c'est lui qui fait émerger l'électeur sur le registre après le vote. Et c'est lui, selon toujours le code électoral, qui totalise et enregistre les suffrages obtenus par chaque candidat après le dépouillement. Mais on va vous donner copie de ça. Disons que c'est déjà multiplié. Dès que je finis, on va vous les distribuer. Donc, ce qu'il faut prendre, c'est surtout les commentaires que je fais, que je sais que ce n'est pas dans le document. Par exemple, ici, quand j'ai dit vérifier l'identité de l'électeur à son entrée et vérifier ses droits pour voir s'il n'a pas déjà voté ailleurs, s'il n'y a pas l'encre indélébile. Voilà. Vous avez les deux assesseurs. Il y a un d'entre eux devant qui est placé l'encre indélébile et l'autre devant qui sont placés les bulletins uniques. Donc, voilà ce qu'on a essayé de présenter comme la distribution des rôles au sein du bureau, d'un bureau. Maintenant, on passe aux tâches qu'implique la gestion du bureau. Avant l'ouverture du bureau. L'ouverture, vous l'ouvrez dès que les électeurs peuvent commencer à voter. La première chose qu'il faut vérifier, c'est l'existence légale du bureau de vote et de ses membres. Parce que normalement, il y a un décret qui fixe la localisation géographique de chaque bureau. Donc vous devez vous assurer que votre bureau existe effectivement. Et que ses membres également existent. Parce qu'il arrive le jour du vote que vous trouvez des gens qui se battent parce que vous vous retrouvez avec deux secrétaires, deux vice-présidents pour un même bureau. Normalement, il y a une liste officielle qui existe, qui fixe les ses membres. Donc c'est la première chose qu'il faut vérifier. La deuxième chose, c'est vérifier l'existence de l'ensemble du matériel nécessaire pour le fonctionnement du bureau. C'est ce matériel que viendra présenter à partir de 14h M. Mahamadou Yahya. Donc, il va vous montrer le kit qui contient l'essentiel du matériel qu'on utilise dans le bureau. Ensuite, il faut montrer le film aux électeurs présents, que ce soit les électeurs, les délégués des partis, tous ceux qui sont les observateurs, ceux qui sont présents, avant de la sceller. Donc, l'urne doit être scellée. On va vous montrer les scellés tout à l'heure, montrer comment les utiliser. Je commence à mettre l'accent sur des points comme ça, parce que la dernière fois, ça fait partie des problèmes qu'on a rencontrés. Ça fait partie des problèmes qu'on a rencontrés. Parce que malheureusement, il y a certains membres du bureau de vote qui ne savaient pas utiliser les scellés. Donc ils ont juste laissé l'urne à côté. Pas parce qu'ils voulaient frauder. Donc visiblement tout le monde voyait que ce n'est pas parce qu'ils voulaient frauder, mais ils ont laissé l'urne, ils ont laissé les scellés aussi à côté. Et les gens ont voté comme ça. Donc normalement, le Conseil constitutionnel peut annuler tous ces votes. Parce que
il ne se serait pas déroulé dans les conditions de transparence. Alors, vous avez également... Ah, vous ne voyez plus à partir de... Vous voyez comme moi je voyais ici. D'accord, non, je crois que ça va revenir. C'est la disposition du bureau de vote. Cet élément aussi n'a l'air de rien. C'est qu'il faut disposer le bureau de vote de manière à ce que les électeurs puissent circuler aisément dans le bureau. Si vous ne le faites pas, par exemple, et que la circulation est congestionnée, ou bien les gens viennent, ils ne savent pas, on va dans un sens, on se cogne pour aller dans l'autre, le risque que vous pourrez, par exemple, c'est de retarder le vote. Parce que peut-être que ça n'arrivera pas dans la plupart de vos pays, mais la loi prévoit qu'un bureau de vote contient jusqu'à 500 personnes, 500 électeurs. Mais vous n'avez que 11 heures pour le vote. 11 heures, ça fait 660 minutes. Ça veut dire qu'un électeur a moins de 2 minutes normalement pour voter. Donc le bureau doit être disposé de manière que les électeurs ne soient pas gênés pour voter. Donc, si un électeur passe 2 minutes, 3 minutes pour voter, il y a de fortes chances que vous créez de la congestion dehors. Et ça, la conséquence, c'est que les électeurs vont passer plus de temps dans la queue, certains vont se décourager pour rentrer chez eux. Et donc, vous aurez contribué comme ça à décourager les électeurs, à les empêcher de voter. Donc, il faut faire attention à la disposition du bureau. Et maintenant, vous ouvrez le bureau, mais vous ouvrez et vous mentionnez de façon publique l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture. Normalement, ça ne pose pas de problème. Et le risque, c'est que quand vous ne mentionnez pas, vous, en tant que membre du bureau de vote, vous décidez de quand vous voulez fermer votre bureau. Et on a vu ça aussi également. Ailleurs, comme ici au Tchad, pour les législatives du 13 février. C'est-à-dire que les gens ont ouvert le bureau de vote avec 2 heures de retard. La loi dit que normalement, si vous ouvrez avec 2 heures de retard, vous fermez avec 2 heures de retard par rapport à l'heure légale de fermeture. Mais quand ils se sont sentis fatigués, ils ont fermé. Mais personne ne savait quand ils ont ouvert, sauf peut-être des observateurs qui étaient là, qui ont dit, mais qu'est-ce que vous avez ouvert à 9 heures au lieu de 6 heures? Normalement, on devait fermer à 20 heures au lieu de 17 heures. Mais à 18h30, les membres du bureau étaient fatigués, ils ont fermé le bureau pour le final. Donc, normalement, quand c'est écrit sur un tableau, de façon visible, tous les électeurs savent que ce bureau doit fermer à 20h, à 21h ou à 22h. Et donc, ça, c'est comme une manière de garantir à l'électeur sa liberté de vote. Moi, je peux venir, et si on me dit que non, le bureau va fermer à 22h, je peux aller faire mes affaires et revenir à 21h. Et on n'a pas le droit de fermer, puisque j'ai droit à une durée de vote. Alors, maintenant, c'était les éléments dont je voulais parler par rapport au moment d'ouverture. Quand vous avez ouvert, le vote commence. Donc il y a la période maintenant du déroulement du vote qui commence. Donc, pendant le déroulement, il y a une partie des points que j'ai soulignés tout à l'heure qui vous viennent. Parce que disons que le vote à l'ouverture n'est pas totalement différent du vote pendant le déroulement. La première chose, par exemple, lorsque vous venez, après le début du vote, c'est de vous assurer que le nombre de membres prévu par la loi est respecté. On a dit tout à l'heure, il y a 5 membres dans le bureau, mais que ce nombre ne peut pas être inférieur à 4. La première chose, est-ce que les membres du bureau sont au nombre? Au moins 4 et au plus 5. Vous ne pouvez pas trouver 6 nombres. La deuxième chose, il est prévu dans la loi qu'en cas d'empêchement d'un membre de bureau, il faut le remplacer par un électeur sachant lire et écrire le français ou l'arabe et mentionner dans le bureau. Ça, vous n'allez peut-être pas l'observer immédiatement pendant le déroulement, mais à l'ouverture, vous pouvez assister à une scène où vous êtes là et tous les membres du bureau ne sont pas venus à l'ouverture. Au moment de l'ouverture, le bureau va devoir décider de remplacer l'un des membres par exemple. Donc, mais vous savez très bien qu'il est possible que, en cours de vote, si un membre devrait se révéler défaillant, qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre. Et il faut s'assurer que les membres du bureau ne s'occupent que des élections.
Par exemple, on a regardé le match, je ne sais pas quel, Real Madrid, Tottenham hier, on ne va pas parler de ça. Le dimanche, par exemple, le jeu de l'autre, on ne parlera pas de ça. On va parler seulement, n'est-ce pas, de ce qui a trait aux sélections. Donc ça, c'est important que les gens sachent que c'est réservé seulement pour l'élection. Il faut s'assurer que les étapes du vote sont scrupuleusement respectées par chaque électeur. Les étapes du vote, c'est, pour commencer, je ne sais pas si, voilà, vérifier son identité et ses droits quand l'électeur vient. J'ai oublié une étape avant, c'est par exemple quand l'électeur vient, il se met dans la queue. S'il y avait des électeurs avant nous. Parce que s'il y a des gens qui viennent, par exemple, qui estiment qu'eux ne doivent pas respecter la queue, ils peuvent créer le désordre et perturber le vote. Donc, la première étape, c'est que chaque électeur vienne. S'il y avait d'autres avant lui, il se met dans la queue. Deuxième chose, arrivé à son tour, on doit vérifier son identité et ses droits. Troisième chose, quand il est autorisé à voter et qu'il n'a pas encore voté, donc il n'a pas d'identité sur ses droits, il prend un bulletin. Donc voilà les étapes. Il va dans l'isoloir pour opérer son choix. Il introduit le bulletin dans l'urne. Il trempe son doigt dans l'encre indélébile. Il signe le registre, la liste de rangement. Et il prend le cachet à voter sur la carte d'électeur. Et il s'en va. Il faut s'assurer que toutes ces étapes sont respectées parce que chacune de ces étapes a une importance dans le processus. Soit contribue à la transparence, soit contribue à garantir le secret du vote, soit contribue à permettre à l'électeur d'exprimer librement son choix, etc. Si vous ne respectez pas tout ça, si par exemple vous allez quelque part où il n'y a pas d'isoloir, vous mettez le secret du vote en danger, vous créez un problème à la liberté d'expression des électeurs, etc. Si vous allez quelque part, par exemple, où on ne trempe pas son doigt dans l'encre indélébile, vous posez un problème parce que vous avez remarqué déjà aux élections législatives que les cartes qu'on utilise n'ont pas de photo. Ça veut dire que je vote simplement sur la base de ce qui est écrit sur la carte. Si moi je prends la carte de monsieur, par exemple, s'il est inscrit un terminal ici, je prends sa carte, dès que je vais au bureau où il est supposé voter, je peux voter. Parce qu'on ne regarde que le nom sur la carte et on voit si le nom est dans le registre, c'est tout. Sauf s'il y a quelqu'un là-bas qui me connaît qui dit non, Mathias est du Bénin, il ne peut pas voter ici. Sinon, s'il n'y a pas ça, je vais voter. Ça veut dire que le seul élément vraiment qui empêche que quelqu'un puisse voter deux fois, c'est au moins l'entrée indélébile. C'est-à-dire que c'est vérifier au moins qu'il n'a pas voté ailleurs. Donc, chacun de ces éléments joue un rôle dans la transparence, à garantir le secret du vote, etc. Donc, il faut s'assurer que chacun de ces éléments est respecté. Donc, toujours dans le déroulement, je vais parler d'un élément particulier, c'est le vote par procuration. C'est-à-dire la possibilité qui est donnée à certains électeurs de se faire représenter par quelqu'un quand ils ne peuvent pas eux-mêmes physiquement être présents. Donc, ils ont la possibilité de donner procuration à quelqu'un pour voter à leur nom. Et donc, il y a une procédure qui est prévue pour ça. D'abord, celui qui veut voter pour quelqu'un d'autre ne peut pas voter pour plus d'une personne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plus d'une procuration vous seul. Si quelqu'un vient dans votre bureau, dans un bureau de vote, avec deux procurations, il ne peut pas utiliser deux procurations. Une personne a droit à voter au nom d'une seule autre personne. Et ça, ce n'est pas des mesures qui sont prises pour rien, parce que si vous permettez par exemple que je puisse voter pour plusieurs personnes, je peux venir avec 50 cartes pour voter pour 50 personnes. Ça favorise la fraude quand c'est comme ça. Donc en disant une personne ne peut utiliser qu'une seule procuration, ça veut dire que pour voler 1000 voix, il faut avoir au moins 1000 personnes sur qui vous pouvez voter. C'est déjà plus difficile que de lui donner à moi seul 1000 cartes pour aller voter. Donc, ce n'est pas complètement infranchissable, mais c'est quand même un obstacle. La deuxième chose, c'est que celui qui vient voter avec une procuration ne peut pas voter, doit être inscrit dans le même bureau que celui pour qui il vote. Ça, c'est une autre contrainte. C'est-à-dire que je ne peux pas voter dans un bureau A, moi-même, et aller voter par procuration pour quelqu'un dans un bureau B. Nous deux, on doit être sur la même liste, dans le même bureau. Ça veut dire au moins, si j'ai dit tout à l'heure que dans un bureau, il y a au plus 500 personnes, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir plus de 250 procurations dans un bureau. Puisque chacun vient avec au plus une procuration et les deux doivent être sur la même liste. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, j'ai moitié-moitié, 250, point final.
mais ça ne devrait pas arriver. Donc la première chose, les deux doivent être inscrits sur la même liste, sur le même registre. La deuxième chose, celui qui vient voter vient avec sa propre carte d'électeur, il vient avec la carte d'électeur de celui pour qui il veut voter, et il vient avec la procuration. Et donc, il a le droit de prendre deux bulletins parce qu'il vote pour l'autre. Donc il va voter pour les deux et il prend le cachet à voter sur les deux gars. Et sa procuration est gardée dans le bureau de vote parce qu'il ne part pas avec. Les membres du bureau de vote l'utilisent pour rendre compte de la façon dont le vote s'est opéré dans leur bureau. Voilà. Donc la population qui est maintenue dans le bureau est pourtant estampillée. Vous mettez un cachet, on met un cachet derrière, parce que cette population ne doit plus être utilisée. Donc, j'insiste sur ça parce que ça c'est un cas particulier. Maintenant, j'avoue que je ne sais pas quelles sont les dispositions pour ceux qui sont à l'étranger, quelle est l'autorité qui doit signer la population. Je sais qu'au Tchad ici, ce sont les autorités administratives au niveau des arrondissements qui signent la population, dont le formulaire est prévu par la CENI. J'imagine qu'il doit avoir des dispositions de ce genre, je ne sais pas, monsieur le... Il doit avoir. Ok, d'accord. Donc, j'imagine qu'il doit avoir des dispositions pour que les gens puissent obtenir des populations lorsque eux-mêmes ne peuvent pas physiquement être présents. Donc, voilà ce que j'ai raconté. Donc, alors, toujours pendant le déroulement du vote, vous devez vous assurer que les électeurs votent dans la quiétude et librement. Là, c'est tout l'exercice se résume en ça. C'est-à-dire que moi, en tant qu'électeur, on doit s'assurer que j'ai les conditions qu'il faut pour aller voter dans la quiétude et de façon libre. Et ça suppose par exemple que personne ne tente d'influencer vos votes le jour du vote. Dès qu'on a fini avec la campagne, on laisse l'électeur avec lui-même pour décider de celui pour qui il veut voter. Donc, personne ne peut, sur le lieu du vote, encore continuer à faire campagne. Ça commence par les membres du bureau de vote eux-mêmes. Ça finit par les délégués de parti, ça finit par les observateurs, ça finit par les autres électeurs. Personne ne doit tenter d'influencer l'électeur le jour du vote. Deuxième élément. Comme je dis, on ne peut pas tenter d'influencer le choix de l'électeur. Ce n'est pas seulement à travers la campagne. Vous pouvez trouver des gens qui utilisent même l'argent pour avoir le vote. Vous ne pouvez pas. Normalement, vous ne pouvez pas. Le vote assisté n'est pratiqué que dans les cas d'infirmité. Vous voyez, la population tout à l'heure, c'était pour des gens qui ne peuvent pas être physiquement présents. Vous pouvez être physiquement présent et être incapable d'exercer votre vote. C'est ça les cas d'incapacité dont on parle ici. Donc vous pouvez être assistant. Si vous êtes par exemple un aveugle et que vous venez pour voter, la loi autorise que vous soyez assistant. Et pour garantir votre liberté, vous êtes assisté par quelqu'un que vous choisissez vous-même. Donc ce n'est pas par exemple un membre du bureau, parce que celui qui vous assiste quand vous êtes aveugle, c'est lui qui va voter. Vous choisissez celui en qui vous avez confiance, à condition que la personne soit inscrite sur la même liste, avec le même registre, dans le même bureau que vous. Donc, mais c'est vous-même qui choisissez celui qui va vous assister. Et puis, personne, quand je parle de vote de la quiétude, il ne peut pas avoir des situations où je vais me sentir intimidé le jour du vote. Donc, théoriquement, personne ne doit venir sur le lieu du vote armé, ou par exemple, avec des bouteilles d'alcool, on a ajouté aussi la drogue, etc. Maintenant, je vais faire une petite différence ici. Si quelqu'un vient sur le lieu du vote et qu'il n'est pas en état d'ébriété, c'est-à-dire qu'il a bu, il n'a plus de bouteille, il n'a plus rien. Vous avez visiblement qu'il ne se contrôle. Mon point de vue personnel sur ça, c'est que je connais des gens qui sont sourds et qui ne dérangent personne. S'ils ne dérangent personne et qu'il vient juste exercer son boulot, vous le laissez tranquille. Mais s'il trouve le jeu, qu'il soit sourd ou non, la loi autorise le président du bureau à utiliser si possible recours aux forces de sécurité pour expulser. Donc, que vous soyez sourd ou non, vous n'avez pas le droit de perturber le jeu électoral. Donc, voilà. Donc, moi j'ai cité juste quelques éléments comme ça. Vous allez voir que dans la loi, j'attire l'attention sur un certain nombre d'éléments.
à la clôture du vote, à l'heure légale de fermeture, c'est-à-dire après 11 heures de vote. J'insiste sur 11 heures de vote parce que dans la loi, il est dit que les bureaux ouvrent à 6 heures et ferment à 17 heures. Et ça, 11 heures. Quelle que soit l'heure d'ouverture, vous devez vous assurer que les électeurs ont droit à 11 heures. Si vous ouvrez avec 5 heures de retard, vous fermez avec 5 heures de retard par rapport aux 17 heures qui sont finies. Voilà. Et ces 11 heures, il y a eu des situations, j'ai vu des protestations de la part du groupe de partis politiques après les élections, qui ont dit par exemple, mais dans notre région à nous, dans un bureau de vote, à 15 heures, tous les électeurs avaient déjà fini de voter. Ça c'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Et nous on a demandé aux membres du bureau de vote de clôturer en même temps pour qu'on débrouille pendant qu'il fait chaud parce que dans la nuit c'est difficile et ils ont refusé. Et je dis ces membres du bureau de vote ont raison parce que la durée du vote c'est 11 heures. Et ça risque d'arriver. Il y a des chances que ça arrive plus facilement dans les bureaux que vous dirigez parce que vous n'êtes pas nombreux et vous avez beaucoup de choses à faire. Donc j'imagine que peut-être avant midi, tous ceux qui sont inscrits peuvent venir voter. Mais la durée du vote c'est 11 heures. Vous attendez 11 heures. Surtout pour l'élection présidentielle, parce que pour cette élection, les gens peuvent voter de vote. Dès que je suis en mission, par exemple, j'ai une autorisation valide, je peux être enregistré en Namina et voter à Béché ou à Mondou. Donc si vous fermez vite votre bureau de vote, peut-être que vous rendez difficile à quelqu'un comme moi. Pas moi, Mathias, parce que je ne peux pas voter. Mais quelqu'un qui est en mission le jour du vote, vous lui rendez la tâche difficile. Donc votre bureau doit rester ouvert pour éventuellement des gens qui ne sont pas inscrits chez vous, mais qui ont des raisons de venir voter chez vous parce qu'ils ne peuvent pas voter chez vous. Donc, la durée du vote, c'est 11 heures. Alors, mais lorsque vous arrivez à la clôture, et que par exemple tous les électeurs n'ont pas fini de voter, c'est le cas auquel je fais allusion ici. C'est-à-dire qu'il peut rester encore une cinquantaine de personnes dans la queue, alors que vous avez ouvert à 6 heures et à 17 heures vous devez faire. Donc la loi dit que ceux qui sont dans la queue, au moment, à l'heure de fermeture, vous les autorisez à voter. Donc ce qu'on fait en général, quelqu'un peut prendre les cartes de tous ceux qui sont là. Donc, vous prenez leur carte, au moins vous êtes sûr que ceux qui viennent après ne peuvent pas. Mais ceux qui sont là, au moment où l'heure de fermeture a sonné, vous les autorisez. Voilà. Donc on peut prendre leur carte, comme quelqu'un peut se mettre dans la queue derrière le dernier, et dès qu'on arrive sur nous, c'est que ceux qui viennent après ne peuvent pas. Donc, vous leur permettez, tout électeur qui arrive après la collecte des cartes, par exemple, ne doit pas être autorisé à voter. Alors, le dépouillement. Normalement, le dépouillement se fait en plusieurs étapes. On a dit, il faut signer la liste d'émargement par tous les membres du groupe. C'est la liste, parce que cette liste est une liste importante. C'est ça que vous utilisez, c'est ça qui dit normalement ceux qui ont voté. Parce que chacun, après avoir voté, vient émarger devant son groupe. Donc cette liste est signée par tous les membres du bureau. Ensuite, vous constituez ce qu'on appelle la commission de dépouillement. Cette commission, ce sont les membres du bureau de vote, plus 4 personnes que vous choisissez parmi les électeurs présents. On appelle des scrutateurs. Il peut arriver que vous n'ayez pas de scrutateur du tout, parce que chacun a voté et rentré chez vous. Ça dépend par exemple de l'heure de fermeture. Si vous fermez un bureau à 20h, 21h, c'est presque sûr que vous n'aurez pas d'électeurs qui traînent encore. Donc, s'il n'y a pas de scrutateur, le bureau fait le dépouillement. Alors, ensuite vous ouvrez l'urne et vous vérifiez le nombre de bulletins. Normalement, si tout s'est bien passé, ce nombre va coïncider avec le nombre de signatures que vous avez dans le registre. Puisque chaque personne qui vote vient signer devant ton nom. Mais il arrive que ça change. Pour diverses raisons. Donc, si ce nombre ne coïncide pas, vous en faites mention pour que ceux qui vont traiter les PV là-bas entièrement. On dit que dans ce bureau où on a eu plus de gens, on a eu plus de bulletins que de signatures, on a eu plus de signatures que de bulletins. Et c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. Donc, selon les autres informations qu'il a, le Conseil peut décider de dire on ne compte pas du tout parce que c'est suspect. Ça dépend. Le dépouillement, maintenant vous faites le décompte des voix. Pour faire le décompte des voix,
il y a un scrutateur, donc vous aurez choisi 4. Il y a un qui prend le bulletin et le passe déplié à un autre. Ça n'enlève rien. Mais si ce n'est pas des gens qu'on a préparés, c'est un petit mécanisme de contrôle qui est là. C'est-à-dire, moi je suis le premier scrutateur, je prends juste le bulletin de vote d'un électeur, je le déplie. Mais en le dépliant, moi j'ai vu le vote qui a été fait. Je donne à un second. Et c'est ce second qui va dire pour qui on a voté. Ça veut dire que s'il dit autre chose que ce que moi j'ai vu, automatiquement on peut dire non, ce n'est pas ce que j'ai vu. Et tout le monde va contrôler. Ça n'enlève rien, mais c'est un mécanisme de contrôle qui est là, qui évite. Parce que lorsque je suis dans un bureau de vote, moi je prends un bulletin, on a voté pour A et je dis B. Si personne ne réussit à contester, c'est presque fini. C'est presque fini parce que les bulletins sur lesquels, les bulletins qu'on demande qu'on amène au Conseil constitutionnel, ce sont les bulletins valides. Les bulletins valides sont laissés au niveau des bureaux de vote. Et c'est dans les cas exceptionnels qu'on va les consulter. Donc si quelqu'un peut mentir sur les suffrages exprimés au niveau du bureau de vote, c'est presque terminé. Donc il faut des mécanismes pour empêcher que lorsqu'on a voté pour A, quelqu'un puisse dire c'est pour B. Donc c'est pour ça qu'on a prévu ce genre de mécanisme. C'est vrai qu'il y a les délégués de parti. Vous savez comment ça fonctionne. Je ne sais pas si peut-être à l'étranger, les délégués des partis sont plus d'abord présents et actifs. Donc ici, ils ne sont pas souvent très présents. Dès que vous sortez de l'Internet, ce n'est pas seulement au Tchad. La plupart des pays africains. C'est la caractéristique de nos partis politiques qui sont encore assez faibles. Dès que vous sortez de la capitale, même à 50 km, vous ne trouvez plus de délégués de parti. C'est ça le problème. Bon. Alors, donc c'est le deuxième scrutateur qui vit à haute voix. Ça veut dire qu'il y a le premier, lui ne fait que regarder. C'est l'autre qui lit. Si les deux sont en désaccord, ça attire l'attention de tout le monde. Et maintenant, vous avez les indications bleues. Lorsqu'il dit par exemple, tel parti, il y a les deux autres scrutateurs qui ont des feuilles de pointage où ils marquent devant chaque candidat le nom qu'il a. Donc vous voyez que cette partie de dépouillement, c'est seulement les scrutateurs qui le font. Et les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés, comme je disais tout à l'heure. C'est des bulletins pour lesquels vous ne pouvez pas dire pour qui l'électeur voulait voter. Ou parce qu'il a mis marqué sur tout, ou parce qu'il a mis des signes qui font que vous ne pouvez pas savoir pour qui il a voté. Alors, je veux. Vous voyez que c'est comme si j'arrêtais un peu le débrouillement pour parler des bulletins nuls parce qu'on a eu des problèmes avec la dernière fois. La dernière fois, je crois qu'il y avait plus de 15% de bulletins nuls. C'est bon. Au Bénin, les élections qui ont eu lieu un mois après, le taux de bulletins nuls c'était 4,5%. Donc, ce n'est probablement pas le taux le meilleur. Je pense que 15% c'était trop. Donc, on a estimé qu'il fallait insister un peu sur les questions liées aux bulletins nuls. Maintenant, je vais dire ici d'où est-ce que les bulletins nuls peuvent venir pour qu'on comprenne quelle est la responsabilité potentielle des membres du bureau de vote. Le bulletin nul peut être une erreur ou un acte involontaire de la part de l'électeur. C'est-à-dire que l'électeur n'a pas fait attention et il pose un acte qui entraîne la nullité de son bulletin. Ce qui peut arriver, c'est par exemple que vous utilisez l'empreinte digitale avec une encre qui ne sèche pas vite. Dès que vous avez mis l'encre, vous pliez le bulletin et ça tâche un autre espace. Donc si vous avez mis 2 fois votre empreinte digitale, ça peut être une erreur de ce genre qui va entraîner la nullité du vote. Mais ça peut être l'expression d'une ignorance de l'électeur. Parce que la loi dit par exemple que le bulletin ne doit pas être déchiré. Si le bulletin est déchiré, le bulletin est considéré comme nul. Si l'électeur ne sait pas, peut-être qu'en manipulant le bulletin dans l'isoloir, il déchire une partie. Au lieu de sortir, de changer, il met ça comme ça dans le. Il va faire annuler son bulletin sans le savoir. Ça, c'est une question d'ignorance. Mais ça peut être également, et c'est là où vous voyez, c'est mis ça en rouge parce que c'est ça qui nous concerne ici. Ça peut être le résultat d'une ignorance des agents électoraux, notamment ceux qui sont dans les bureaux. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'un bulletin nul, ils vont annuler des bulletins qui ne le sont pas. Et ça également, je pense qu'on a observé en partie ça avec les bulletins. Ça également, j'ai mis en rouge parce que ça peut être le résultat d'un mauvais fonctionnement des mécanismes de gestion du contentieux électoral. Pourquoi? Parce que normalement, les bulletins nuls sont associés aux documents qui sont envoyés au Conseil constitutionnel.
C'est une décision importante qu'on ne peut pas laisser simplement à la portée des membres du bureau de décider d'annuler le suffrage d'un citoyen. Donc, tous les bulletins qui sont considérés comme nuls sont normalement associés aux documents qui sont envoyés au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel regarde tout dire, c'est vrai, ce bulletin est nul, ce bulletin est faible. La dernière fois, ça n'a pas été fait. Je pense que il y a beaucoup d'éléments qui expliquent cela. La loi n'a rien dit par rapport à ça, ou même la loi est contradictoire. Quand vous lisez la loi, parfois la loi a dit une fois, c'est comme si ça fait partie des documents qu'il faut envoyer, et ailleurs, quand on a cité les documents, maintenant, expressément qu'il faut envoyer au Conseil constitutionnel, ce n'était pas. Donc personne n'a prêté attention. C'est seulement quand le nom du bulletin est sorti et devenu important que le Conseil constitutionnel a dû écrire pour dire retrouvez-moi tous les bulletins nuls, c'était tard parce que certains étaient déjà nuls. Et je pense que ça va être réparé cette fois-ci. Donc voilà pourquoi, s'il y a un mauvais fonctionnement dans le mécanisme de gestion du contentieux, on peut annuler les bulletins qui ne méritent pas de l'être. Mais ça peut être un choix délibéré de l'électeur. L'électeur peut décider de ne pas voter pour quelqu'un. Et ça, politiquement, ça a un sens. Imaginez que vous alliez aux élections ici, par exemple, et qu'on disait à la fin, 60% des électeurs sont allés s'aligner, donc ils ont investi leur temps, mais ils ont tous voté blanc. Comme pour dire, aucun des candidats ne nous paraît qualifié pour gérer. Ça arrive. C'est-à-dire que même si après ce résultat, la loi n'empêche pas le résultat d'être donné, celui qui est élu doit se poser les questions. Donc ça a une signification politique. Et donc, un électeur peut décider souverainement de dire, moi je veux faire un bulletin. Ce qu'on essaie d'éviter ici, c'est déclarer son bulletin nul alors que ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors, maintenant je vais partager avec vous les différents types de bulletins nuls que la loi a prévu. Normalement, la loi prévu 5 catégories de bulletins nuls. Et donc, comme le disent bien les juristes, en dehors de ces 5 cas, normalement, vous devez valider le bulletin. La seule dit ce que la loi n'interdit pas. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais vous pouvez vous trouver dans des conditions où vous ne vous retrouvez pas dans les cas interdits par la loi, mais vous ne pouvez pas décider. Dans ces cas, je dis, considérez le bulletin comme nul et laissez le choix au Conseil constitutionnel qui est autorisé à interpréter la loi de décider. Et je vais vous montrer tout à l'heure un cas, par exemple, qui n'est pas prévu par la loi, mais pour lequel, à mon avis, vous ne pouvez pas décider. Voilà. Donc, je partage avec vous les cas de bulletins nuls. Il y en a 5 comme j'ai dit. Le premier, ce sont les bulletins blancs qui ne comportent aucune marque en faveur d'un candidat. Donc, on essaie de fabriquer quelque chose. Donc, imaginez que ça, c'est un bulletin. Donc, le bulletin, comme vous voyez, il y en a dans l'équipe là. Vous avez ici, par exemple, les photos, les logos, vous avez les noms des partis ou des candidats, et vous avez l'espace pour démarrer, pour cocher, pour mettre son nom. Donc, si le bulletin est blanc, c'est comme un bulletin nul. Il y a un deuxième cas, c'est le bulletin avec plusieurs candidats cochés, ou sur lesquels il y a plusieurs empreintes digitales. C'est par exemple un bulletin de cela. C'est-à-dire que vous avez plusieurs empreintes digitales où la personne a coché plusieurs fois. On va définir ça également comme un cas de bulletin. Il y a une troisième catégorie, c'est les bulletins déchirés ou comportant des ajouts de quelque nature que ce soit. Moi, j'ai choisi ici un bulletin déchiré. Mais, vous voyez, même s'il a marqué clairement son choix, il n'y a pas de doute sur le choix. Mais dès que le bulletin est déchiré, on ne peut pas passer. Et je vais vous dire, ce n'est pas par hasard que ça va ensemble avec cette mention. Vous ne pouvez pas mettre un signe qui permet de distinguer votre bulletin. À part cocher ou mettre un empreinte digitale, si vous ajoutez d'autres signes, on va annuler votre bulletin. Parce que le résultat, c'est quoi? Si au moment du dépouillement, il est possible de distinguer votre bulletin, vous pouvez vendre votre voix. Puisqu'on a dit ici que les membres du bureau de vote sont désignés également par les partis politiques. Il suffit que je dise, au moment du dépouillement, le bulletin où vous avez tel signe, c'est moi. Donc je peux prendre l'argent pour ça. Donc vous allez vérifier que j'ai vraiment voté pour vous. Ça peut être un moyen de contrôler le vote. Ça veut dire que le parti politique qui veut contrôler mon vote n'a qu'à me dire, mais Mathias, si c'est pour moi que tu veux voter vraiment, mettez ici ton bulletin, on va voir ça à la fin. Et on a dit qu'on a organisé tout ça isoloir, on a fait pour que l'électeur soit libre. Il ne faut pas
permettre à un moment qu'on puisse contrôler, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des mécanismes pour empêcher qu'au moment du débrouillement, on puisse savoir tel bulletin, c'est telle personne qui l'a utilisé, tel bulletin, c'est telle personne. Un autre cas de bulletin nul, on a des bulletins entièrement ou partiellement barrés. Moi, j'ai fait entièrement barré, même si c'est partiellement barré, le bulletin sera nul. Je pense qu'il reste un dernier cas, c'est les bulletins non réglementaires. Et ça, je pense qu'en Kabila, on n'est pas maintenant. À l'intérieur, ici au Tchad, les gens disent qu'il y a eu des bulletins non réglementaires. Donc, moi, ce bulletin, je le considère comme non réglementaire parce que vous voyez, il n'y a pas la liste, il n'y a pas les noms de candidats ou de partis politiques, vous avez les photos et puis les cases. Donc, si vous voyez un bulletin de ce genre, par exemple, ça veut dire que quelqu'un a tenté de falsifier le bulletin entre eux. Et ça aussi, c'est possible. Donc, vous considérez ça comme le bulletin. Donc, voilà les 5 catégories de bulletins nuls prévus par la loi. Maintenant, je vais revenir en arrière et vous montrer ce bulletin. Vous voyez ici, imaginez par exemple que je n'ai même pas. On ne peut pas dire, parce que son emploi chevauche le candidat. Donc il y a des pays, par exemple dans mon pays, ça c'est cité comme cas de bulletin. Lorsque le signe que vous mettez sur le bulletin chevauche le candidat, ne va dire si c'est pour l'un ou pour l'autre, c'est un bulletin. Mais la loi ne dit rien ici. Et j'imagine que si vous vous retrouvez avec un cas comme celui-là, vous ne pouvez pas décider, bon, dans ce cas-là, je suppose qu'il faut couper de pour vous mettre. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc dans un cas comme celui-là, même si la loi n'a rien dit, considérez ça comme bulletin nul et laissez le Conseil constitutionnel ici. Il y a d'autres cas qu'on peut citer. Par exemple, dans le pays, si vous avez 2 bulletins, si quelqu'un prend 2 bulletins, par exemple, et il plie les 2, et il vote pour 2 candidats différents sur les 2, le bulletin non réglementaire. Alors, voilà. Donc, je continue maintenant le bulletin. Je me suis juste arrêté de parler du bulletin parce que c'est une question importante. Donc, oui. Donc, la seule chose, c'est que ça contient peut-être le tiers ou le quart de ce que je dis en réalité. Pourquoi je demande que, éventuellement, les gens prennent des notes pour pouvoir les utiliser. Donc, la deuxième question, c'est... Voilà, la tâche du vice-président. Donc, normalement, si vous choisissez quelqu'un au hasard, une fois qu'un membre du bureau se soit révélé défaillant, il doit s'acquitter de tâches les moins exigeantes possibles. Parce que n'oubliez pas que les autres ont été formés pour faire le travail. Et lui, on a juste pris là pour faire un travail. Donc, je crois qu'au niveau des bureaux de vote, chacun doit être conscient de ce que on s'assure que les tâches les plus exigeantes sont assurées par ceux qui ont été formés, qui demeurent là. Donc, même si c'est le secrétaire seul qui reste, c'est lui qui devient président du bureau de vote, et etc. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que le bureau est bien géré. Fermeture avant l'heure. La question, c'est de savoir si, quel est le problème que ça pose. Disons que c'est le Conseil constitutionnel qui va changer, normalement. Mais si quelqu'un proteste pour dire que vous n'avez pas respecté la durée légale du vote, le Conseil peut décider de dire, par exemple, que j'annule. Surtout si, par exemple, tout le monde n'est pas venu voter. Est-ce que vous voyez? Parce que le cas où tout le monde est déjà venu voter est un cas limite. Et surtout si tout le monde n'est pas venu encore voter, ce qu'on a observé dans certains bureaux à l'intérieur du Tchad, la Cour peut décider d'enlever et considérer que vous avez empêché les électeurs de jouer le vote. Que c'est peut-être une stratégie politicienne pour privilégier le vote. Et la procuration transférable, je crains que ça ne puisse pas être possible. Si par exemple, le deuxième cas, c'est-à-dire que vous avez c'est le premier, vous avez la procuration et vous-même vous êtes indisponible le jour, je crois que celui qui vous a donné sa procuration l'a perdu. Parce que vous voyez, la population se fait au nom de quelqu'un, c'est un votre nom. Quelqu'un d'autre ne peut pas prendre et aller fêter. Si c'est comme ça, ça veut dire que même la population à l'origine n'est même pas utile. Si n'importe qui d'autre peut prendre ça après. Donc, théoriquement, c'est perdu. Maintenant, de mon point de vue, le cas où vous oubliez la population alors que vous êtes venu voter vous-même, ça devrait pouvoir se gérer. Parce que ça, ce n'est pas. Il suffit de remplir les conditions. Donc vous êtes inscrit dans le même bureau de vote que lui, vous avez la procuration, vous avez sa carte d'électeur, normalement vous devez pouvoir.
Parce que ce n'est qu'une question de temps. Et au lieu de voter en même temps pour les deux, vous venez théoriquement ça défend. Oui. Ils sont supposés rester toute la journée. Non, mais ça n'est pas de notre préoccupation. Bien, parlant de la procuration, on dit qu'il faut être inscrit et aussi le mandat doit être inscrit, les deux, le mandataire et le mandat. Mais au cas où le mandataire n'est pas inscrit, c'est-à-dire la personne qui doit voter par procuration pour l'autre n'est pas inscrite sur la liste, c'est-à-dire aucune liste. Donc il ne doit pas voter. Pas du tout. Pas du tout. La loi est claire. Si vous n'êtes pas inscrit. Ok. Bien. Pour les personnes en déplacement, si par rapport à la dérogation, comme vous le savez au Bénin, si je viens de là-bas, donc je préfère et je souhaite bien que le BPE imprime une liste pour que ça ne vienne pas d'ailleurs, pour que ça soit vraiment rigoureux. Une liste vierge avec les conditions, et là-bas on peut remplir. Bien, pour les bulletins nuls, au cas où la personne constate que son bulletin est nul, est-ce qu'elle peut venir changer de bulletin et aller revoter avant de revenir mettre dans l'urne? Oui, avec cette déclaration, oui. Parce qu'on prévoit qu'au cas où vous avez au moins autant de bulletins qu'il y a d'inscrits, augmenté de 10%. C'est-à-dire qu'on prévoit le cas où quelqu'un peut rentrer dans le bureau et faire une erreur. Par exemple, vous avez fait une erreur et vous pensez que ça peut entraîner la nullité de votre bulletin. Vous pouvez ressortir et demander à changer. On vous donne un nouveau bulletin et on prend l'autre. Et ça aussi, c'est comptabilisé pour que le point à frais soit fait pour le nombre de bulletins utilisés. Donc ça, c'est possible. Ok, dernier point. En Suisse, je ne sais pas dans quelle ville. Et si je suis en voyage là-bas, je peux considérer que je vais voter là-bas. Mais si vous fermez avant l'heure, par exemple, moi, vous m'empêchez, par exemple, de venir voter. Moi, je peux être en Suisse comme Tchadien et puis je sais que non, au plus tard, c'est à 17h qu'ils vont fermer. Donc, je vais m'assurer que je vais voter avant. Vous m'aurez empêché comme ça de voter. Ok. C'est bon. En République centrafricaine, nous avons enregistré un bon nombre de militaires. Et ces militaires, actuellement maintenant, on leur a fait maintenant le relève. Donc, quel serait maintenant le cas de ceux derniers? Deuxième point. Donc, je pense que le recensement a été seulement fixé au sein de l'ambassade et au consulat. Et certains qui sont effectués maintenant leur déplacement vers la capitale ont eu la chance de se faire recenser. Donc, comment maintenant nous allons maintenant faire à ce genre de personnes? La quatrième question est la suivante. Maintenant, le formateur vient de nous relater certaines choses sur l'annulation du bulletin et autres. Mais vous avez oublié de soulever le cas du bulletin froissé. Ça, c'est un. De deux, donc par ignorance et par l'analphabétisme, on ne sait pas, et par manque aussi de mobilisation de certains candidats envers leurs militants, si la personne arrive maintenant accroché sur la photo même du candidat, il a laissé les carreaux et puis accroché maintenant sur les photos du candidat. Donc quel sera maintenant ce bulletin? Merci. Le vote étant public, si quelqu'un finit de voter qui reste aux alentours du bureau de vote, il ne vous dérange pas. C'est seulement quand il vous dérange que ça devient un problème. Donc, le vote est public. Et si vous voulez avoir des scrutateurs à la fin, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fini de voter, qui ont accepté de rester là. C'est eux que vous allez utiliser à la fin. Est-ce que les membres du bureau de vote peuvent avoir un temps de détente? Moi, je dirais non. Quand vous avez ouvert, ça reste ouvert jusqu'à la fin. C'est probablement pour ça qu'on a dit que bien qu'ils soient 5, on leur permet de ne être jamais moins de 4. Ça veut dire que vous pouvez décider de vous relayer de 1 à 1, chacun va manger, faire quelque chose de et puis remplacer l'autre, etc. Donc, théoriquement, ça devrait être comme ça.
Oui. Oui. Je reviens sur la question du président de Yaoundé. À partir de tel nombre de minutes de retard, vous êtes d'office remplacé. Si la loi n'a pas dit ça, justement, vous aurez des problèmes dans le genre, vous remplacez quelqu'un, il vient peut-être 2 heures de temps après, et je pense qu'il appartient au président qui est chargé de la police au sein du bureau d'être ferme. Par exemple, si vous avez 2 heures de retard, vous ne pouvez pas revenir dire que vous voulez reprendre votre placement. Donc je pense que ça doit être la fermeté du président d'être... Maintenant, la différence entre les 4 PV qu'il faut envoyer et les 2 PV en moi, je pense que c'est des mêmes PV qu'il s'agit. Je crois que M. Mahamad va vous en parler en détail tout à l'heure. Mais il y en a qui sont sous-scellés parce qu'ils sont envoyés à des destinations spécifiques. Par exemple, le Conseil constitutionnel a une copie du PV envoyé sous-scellé, mais les 2 autres ne sont pas sous-scellés. Mais c'est de même PV qu'il devrait s'agir. Donc je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc théoriquement, c'est fini. Il est 13 heures. C'est de couleur bleu clair. Le 3e est destiné à l'ambassadeur, dans votre cas au consul. C'est le feuillet de couleur jaune. Et le 4e reste à votre niveau, au niveau de la sous-CENI. Non, c'est pas écrit. Mais c'est pour ça qu'on vous forme et puis on vous dit ça. Oui, je vous le dis maintenant parce que c'est en production. Bon, on n'a pas estimé nécessaire parce que pendant la formation, on va le PV. Et chaque candidat a droit à un PV. C'est des PV autocopiés. Donc, quand on écrit sur le premier, ça se répercute sur les autres. Mais il faut insister et appuyer. Parce que quand on n'appuie pas, ça ne sort pas sur tous les fluides. Donc il faut beaucoup appuyer quand on le fait.